Je n'ai jamais eu l'intention de devenir une espionne dans la vie de ma propre famille. À 63 ans, je pensais avoir gagné le droit au plaisir simple. Le shopping du samedi matin sur Main Street, un café avec des amis, m'occuper de mon petit jardin derrière la maison où nous avions vécu pendant 40 ans. Mais cet après-midi de novembre, quand je suis passé devant le cabinet de kinésithérapie du docteur Harrison et que j'ai vu cette veste à travers la fenêtre, tout ce que je croyais sur ma famille a commencé à s'effondrer. La veste était distinctive, un manteau matelassé couleur vin avec des boutons en laiton que j'avais aidé ma belle-fille Michel à choisir à Noël dernier. Elle avait insisté sur le fait qu'il était trop cher, mais j'avais vu comment ses yeux s'étaient illuminés quand elle l'avait essayé. Pour tout ce que tu fais pour Tony, lui avais-je dit, sortant ma carte de crédit avant qu'elle ne puisse protester. Tony, mon fils, mon unique enfant. Il y a 6 mois, un conducteur distrait a grillé un feu rouge et a tout changé. Les blessures de Tony étaient graves. Un bassin brisé, la colonne vertébrale endommagée, des mois de chirurgie et de convalescence à venir. Le médecin a dit qu'il pourrait remarcher. Ou peut-être pas. L'incertitude était une torture en soi. Michel avait été son roc à travers tout cela, le conduisant à ses rendez-vous, gérant ses médicaments, dormant sur un lit de camp à côté de son lit d'hôpital pendant ses premières semaines terribles. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis resté sur le trottoir, les sacs de course me cisaillant les paumes, fixant cette veste accrochée au porte-manteau, visible à travers la vitrine du docteur Harrison. Il était 14h15 un jeudi. Le rendez-vous de Tony n'était pas avant 16h. Je le savais parce que j'avais proposé de le conduire moi-même, mais Michel avait insisté sur le fait qu'elle s'en occupait. Le bureau de la réceptionniste était vide, probablement en pause déjeuner. La salle d'attente était calme, juste quelques chaises et des magazines démodés. Je me suis dit que j'étais ridicule. Peut-être que Michel était venu plus tôt pour discuter du plan de traitement de Tony. Peut-être qu'elle avait oublié quelque chose lors d'un rendez-vous précédent. Mais quelque chose m'a poussé en avant. Appelez ça l'instinct. Appelez ça l'intuition d'une mère. Appelez ça 63 ans à apprendre à faire confiance à cette petite voix qui dit que quelque chose ne va pas. J'ai poussé la porte aussi silencieusement que possible. La petite cloche au-dessus a émis un très léger tintement. Je me suis figé, mais personne n'est apparu. Le couloir s'étendait devant moi, 3 portes de chaque côté. La porte du milieu à gauche, le bureau privé du docteur Harrison, était légèrement entr'ouverte, et j'ai entendu la voix de Michel. « Je ne peux pas continuer à faire ça », disait-elle. Sa voix était tendue, chargée d'émotion d'une manière que j'avais rarement entendue. Chaque jour, je dois la regarder et faire semblant. Vous vous en sortez remarquablement bien dans les circonstances. C'était le docteur Harrison. Sa voix était plus basse, plus difficile à entendre. Vraiment ? Parce que j'ai l'impression de perdre la tête. Quand elle me regarde avec ses yeux confiants, proposant de l'aide, apportant des gratins comme si ça allait arranger quoi que ce soit. Mon cœur battait la chamade. Elle parlait de moi. C'était obligé. La culpabilité est naturelle, a dit le docteur Harrison. Mais vous devez vous souvenir pourquoi nous faisons cela. Pour l'avenir de Tony, pour le vôtre. Silence. Puis de nouveau Michel, plus doucement maintenant. Et si elle découvre tout ? Elle n'est pas stupide, Marcus. Elle va commencer à poser des questions. Marcus ? Elle l'avait appelé Marcus. Laissez-la demander, a répondu le docteur Harrison. Nous avons tout documenté. L'accident, les blessures, le plan de traitement. Même si elle se doute de quelque chose, que peut-elle prouver ? Je me suis rapproché de la porte, mon oreille touchant presque le cadre. Mon pouls rugissait dans mes oreilles. L'argent de l'indemnisation, a dit Michel. Il arrive le mois prochain. Une fois que nous l'aurons, une fois que vous l'aurez, vous procéderez exactement comme nous en avons discuté. Faites confiance au processus. Et Tony ? Une pause. Tony finira par comprendre, ou pas. Quoi qu'il en soit, il n'aura pas le choix. Je me suis reculé brusquement de la porte, mes sacs de course bruissants. À cet instant, l'un des sacs a glissé de mes doigts engourdis. Un pot de sauce pour pâte en est tombé et a roulé sur le parquet avec un bruit de tonnerre. Les voix à l'intérieur se sont tues. « Vous avez entendu quelque chose ?» a demandé Michel. Je n'ai pas attendu. J'ai attrapé mon sac tombé et je me suis déplacé aussi vite que mes genoux vieillissants me le permettaient, à travers la salle d'attente,
par la porte d'entrée, de l'autre côté de la rue où ma voiture était garée. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber mes clés 2 fois avant de réussir à déverrouiller la porte. Je me suis assise sur le siège du conducteur, respirant fort, fixant le cabinet de thérapie de l'autre côté de la rue. 5 minutes plus tard, Michelle est sortie. Elle n'était pas seule. Le docteur Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte, sa main reposant nonchalamment sur le bas de son dos pendant qu'il parlait. Trop familier, trop intime. Puis elle a ri de quelque chose qu'il a dit, un rire franc et éclatant que je ne lui avais pas entendu depuis des mois, et s'est dirigée vers sa voiture. Elle ne m'a jamais vu l'observer. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de ma cuisine, la maison silencieuse autour de moi. Mon mari, Robert, était décédé il y a 3 ans. Crise cardiaque soudaine, parti avant l'arrivée de l'ambulance. J'avais appris à vivre avec le silence depuis. J'y avais même trouvé une certaine paix. Mais ce soir, le silence était suffocant. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé la photo de famille que je gardais en fond d'écran. Le jour du mariage de Tony, il y a 5 ans. Il avait l'air si heureux, si entier. Michel dans sa robe blanche, radieuse. Moi entre eux, éclatant de joie de voir mon fils trouver sa personne. Que as-tu fait, Michel? Mais je ne pouvais pas tirer de conclusion hâtive. Peut-être avais-je mal compris. Peut-être y avait-il une explication parfaitement innocente à tout ce que j'avais entendu. Même en y pensant, je savais que non. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché le docteur Marcus Harrison. Le site web de son cabinet est apparu en premier. Biographie professionnelle standard, diplôme, témoignage de patient. Rien d'inhabituel. J'ai cliqué sur les images et là, c'était une photo d'un gala de charité d'il y a 2 ans. Le docteur Harrison avec une femme à son bras, tous deux habillés de façon formelle. La légende l'identifiait comme sa femme, Catherine. Mais quand j'ai regardé la date de plus près, mon estomac s'est noué. Le gala avait eu lieu 3 ans après le mariage de Tony et Michelle. J'ai zoomé sur la photo. Catherine Harrison avait une ressemblance frappante avec Michelle. Même cheveux noirs, silhouette similaire. Même leur sourire se ressemblait. Je me suis adossé, mon esprit s'emballant. Qu'est-ce que je regardais? Une liaison. Mais c'était plus que ça. La conversation que j'avais surprise ne concernait pas la romance. Il s'agissait d'argent, de l'argent de l'indemnisation, et de faire quelque chose à Tony. J'ai pensé à mon fils, piégé dans ce fauteuil roulant, faisant entièrement confiance à sa femme, dépendant d'elle pour tout. Et elle préparait quelque chose qu'elle et le docteur Harrison avaient coordonné, quelque chose qui se produirait une fois que l'argent de l'indemnisation arriverait. L'indemnisation de l'accident. Tony avait été heurté par un camion de livraison dont le chauffeur textait. L'assurance de la société payait. Michelle avait mentionné que ce serait suffisant pour couvrir toutes les dépenses médicales et plus encore. Assez pour les mettre à l'abri pour la vie, avait-elle dit, même si Tony ne travaillait plus jamais. Une fois que vous l'aurez, vous procéderez exactement comme nous en avons discuté. J'avais besoin de preuves. Des preuves réelles et tangibles de ce qu'il préparait. Mais je devais aussi être intelligente. Si Michelle se doutait que je savais quelque chose, elle pourrait accélérer le plan qu'elle et le docteur Harrison avaient concocté. Je devais enquêter avec soin, en silence. Le problème, c'est que je ne savais pas par où commencer. J'étais une institutrice à la retraite, pas une détective. Mon acte de rébellion le plus audacieux au cours de la dernière décennie avait été de planter des tomates là où Robert avait voulu des roses. Je suis allé me coucher cette nuit-là mais je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Michelle. Quand elle me regarde avec ses yeux confiants. Je lui faisais entièrement confiance. Je l'avais accueillie dans notre famille. Je l'avais aimée comme la fille que je n'avais jamais eue. Et d'une manière ou d'une autre, cette confiance était utilisée contre Tony, contre nous tous. À l'aube, j'avais pris ma décision. Je ne savais pas ce que Michelle et le docteur Harrison préparaient, mais j'allais le découvrir. La vie de mon fils, peut-être même sa survie, pourrait en dépendre. Je devais juste m'assurer qu'il ne sache jamais que j'enquêtais. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Michelle à 7 heures du matin, en gardant ma voix joyeuse et normale. Bonjour, ma chérie. Je pensais passer vers midi. Apporter un peu de cette soupe au poulet que Tony aime. Comment va-t-il? Oh, c'est gentil de ta part, Roxane. La voix de Michelle était enjouée,
parfaitement composé. Mais en fait, Tony a une thérapie ce matin, et il est fatigué ces derniers temps. Peut-être attends quelques jours. Bien sûr, tu sais mieux que quiconque. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté nonchalamment. Je pensais que son rendez-vous était hier, jeudi à 16 heures. Une minuscule hésitation. Non, c'est ce matin. Les jeudis et les mardis. Ça fait des semaines que c'est comme ça. Elle mentait. J'avais vu la carte de rendez-vous moi-même la semaine dernière. C'est une erreur de ma part, ai-je dit légèrement. Ces jours-ci se ressemblent tous. Fais un bisou à Tony de ma part. J'ai raccroché et j'ai fixé le téléphone dans ma main. Les mensonges avaient déjà commencé, et mon enquête aussi. Les 3 jours suivants, je suis devenu quelqu'un que je reconnaissais à peine. J'ai gardé ma routine exactement la même. Promenade matinale, club de lecture du mardi, bénévolat à la bibliothèque. Mais sous la normalité, j'observais, j'écoutais, reconstituant un puzzle que je ne comprenais pas encore. J'ai commencé par la chose la plus simple, l'horaire de thérapie de Tony. Le vendredi matin, je suis allé au cabinet du docteur Harrison et je me suis garé de l'autre côté de la rue, assez loin pour ne pas être remarqué. Je me sentais ridicule. Une femme de 63 ans jouant au détective dans sa berline de 10 ans. Mais j'ai attendu. À 9h30, une Honda argentée s'est arrêtée. Pas la voiture de Michel. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est sorti, a récupéré des béquilles à l'arrière et est entré. 45 minutes plus tard, il est ressorti. Puis une femme âgée. Puis une adolescente avec une genouillère. Pas de Tony. Pas de Michel. J'ai vérifié ma montre. Selon Michel, le rendez-vous de Tony aurait dû être à 10h. Il était maintenant 11h15. J'ai attendu jusqu'à midi, puis je suis rentré à la maison, l'esprit en ébullition. Ce soir-là, j'ai appelé Tony directement. Sa voix semblait fatiguée, mais sincèrement heureux de m'entendre. « Maman, salut. Désolé de ne pas avoir beaucoup parlé cette semaine. Je sais que tu es occupé avec la thérapie et tout, ai-je dit, essayant de paraître décontracté. Comment s'est passée la séance de ce matin ? Une pause. Ce matin avec le docteur Harrison. Michel a mentionné que tu avais un rendez-vous. Oh, oui. Oui, c'était bien. Dur, mais bien. Il me pousse vraiment. Mon cœur s'est serré. Tony mentait aussi. Ou il croyait avoir été en thérapie alors que ce n'était pas le cas. Chérie, tu te sens bien ? Tu as l'air épuisé. C'est juste les analgésiques, je pense. Ça me rend parfois vaseux. Michel a été formidable pour tout gérer. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Nous avons parlé quelques minutes de plus, mais je pouvais entendre l'effort dans sa voix. Quand nous avons raccroché, je suis resté à fixer mon téléphone, une certitude froide s'installant dans ma poitrine. Quelque chose n'allait vraiment pas. Le samedi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allé chez Tony et Michel à l'improviste. Ils vivaient dans une petite maison de plein pied à environ 20 minutes de là. La maison pour laquelle nous avions aidé à verser l'acompte comme cadeau de mariage. La voiture de Michel était dans l'allée. J'ai frappé, j'ai attendu. Quand la porte s'est ouverte, l'expression de Michel a vacillé. La surprise. Puis autre chose que je n'ai pas pu déchiffrer avant de se transformer en un sourire chaleureux. Roxane, quelle belle surprise. Entre. La maison était propre. Presque trop propre. Aucune trace du chaos que j'attendrais de quelqu'un qui s'occupe d'une personne avec le niveau de blessure de Tony. Pas d'équipement médical visible dans le salon. Pas de barre d'appui installée que je pouvais voir. J'espère que je ne dérange pas, ai-je dit. J'étais dans le coin et j'ai pensé déposer ces livres dont j'avais parlé. Tony est réveillé. Il se repose. La thérapie l'épuise vraiment. Michel a fait un geste vers le couloir. Mais je suis sûr qu'il serait ravi de te voir. Laisse-moi juste vérifier. Elle a disparu dans le couloir. J'ai utilisé ces 30 secondes pour scanner la pièce plus attentivement. Du courrier empilé sur la table d'appoint. J'ai vu des enveloppes de la compagnie d'assurance, d'un cabinet d'avocats. Un ordinateur portable était ouvert sur la table basse, l'écran sombre. Michel est revenu, son sourire un peu plus crispé.
Il est assez groggy. Peut-être revient demain. Il est toujours plus alerte le matin. Bien sûr. J'ai tendu les livres. Eh bien, ceux-ci sont pour quand il sera d'humeur à lire. Alors que Michel les prenait, un morceau de papier a glissé d'entre les pages. Je l'avais placé là délibérément, un marque-page. Il a flotté jusqu'au sol près de la table basse. Je me suis penché pour le récupérer, mes yeux attrapant quelque chose sur l'écran de l'ordinateur portable alors qu'il s'allumait automatiquement avec le mouvement. Un email partiellement visible. L'expéditeur, Dr Monsieur Harrison. Le sujet, prochaine phase. Confirmation du calendrier. Je l'ai, ai-je dit en me relevant rapidement, tendant le marque-page à Michel. Mon cœur battait la chamade. Merci pour les livres. Je m'assurais que Tony les reçoive. Michel me guidait déjà vers la porte, sa main légère mais ferme sur mon coude. En retournant à ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de devant. Michel se tenait là, m'observant à travers le rideau, son téléphone déjà collé à son oreille. Cette nuit-là, je ne pouvais pas laisser tomber. J'ai appelé ma vieille amie Patricia, qui avait été la secrétaire de l'école pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Si quelqu'un savait comment trouver des informations, c'était bien Patricia. J'ai besoin de te demander quelque chose, ai-je dit quand elle a répondu. Et j'ai besoin que tu gardes ça complètement confidentiel. Roxane, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. La conversation surprise, les mensonges sur les rendez-vous de thérapie, l'email que j'avais entrevu. Patricia a écouté sans interrompre. Il te faut des preuves, a-t-elle finalement dit. De la documentation réelle. Si Michel prépare quelque chose avec l'argent de cette indemnisation, il y aura une trace écrite. Comment puis-je la trouver? Compagnie d'assurance, avocat, dossiers médicaux. Mais Roxane, tu ne peux pas simplement demander ces choses sans éveiller les soupçons. Est-ce que Tony a une procuration en place? Je ne sais pas. Je suppose que Michel s'occupe de tout ça maintenant. C'est ce qui m'inquiète. Si elle a une procuration complète et que Tony est déclaré inapte en raison de ses blessures et de ses médicaments. Patricia n'a pas terminé. Elle pourrait tout contrôler, ai-je terminé. Tout. L'indemnisation, ses décisions médicales, tout. J'ai eu la nausée. Que dois-je faire? Commence par ce à quoi tu peux accéder légalement. Les relevés bancaires situés sur des comptes joints. Tout document juridique que Tony aurait pu partager avec toi avant l'accident. Et Roxane, sois prudente. Si tu as raison et que Michel découvre que tu enquêtes. Elle n'a pas eu besoin de finir cette phrase. Le dimanche, j'ai essayé une approche différente. J'ai appelé le cabinet d'avocats qui s'occupait du cas de l'accident de Tony, Henderson & Associates. Je les avais rencontrés une fois brièvement à l'hôpital. Bonjour. Ici Roxane Sullivan, la mère de Tony Sullivan. J'appelle pour vérifier l'état de sa demande d'indemnisation. La parajuriste qui a répondu était polie mais ferme. Je suis désolé, Madame Sullivan, mais nous ne pouvons discuter des détails du dossier qu'avec le client ou son représentant désigné. Son représentant désigné. Ce serait sa femme, Michel. Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Bien sûr, je comprends. Merci pour votre temps. J'ai raccroché, frustré. Chaque porte semblait verrouillée. Ce soir-là, Tony m'a appelé. Sa voix semblait différente, plus vive, plus alerte que lors de notre dernière conversation. Maman. Michel a dit que tu étais passé hier. Oui. Je suis désolé si j'ai dérangé. Non, non, c'est bon. Je voulais juste. Je voulais te demander quelque chose. Il a fait une pause et j'ai entendu une porte se fermer en arrière-plan. As-tu remarqué quelque chose d'étrange dernièrement? Avec Michel, je veux dire. Mon pouce est accéléré. Étrange comment? Je ne sais pas. Peut-être que j'imagine des choses. Les médicaments me rendent parfois confus, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il me manque des pans de temps. Et Michel n'arrête pas de me dire que des choses se sont passées dont je ne me souviens pas, comme quoi? Comme des rendez-vous, des appels téléphoniques. Elle a dit que l'avocat avait appelé il y a 3 jours avec une mise à jour sur l'indemnisation et que j'aurais parlé avec lui pendant 20 minutes. Maman, je n'ai aucun souvenir de cette conversation. Aucun.
J'ai serré le téléphone plus fort. Tony, quel médicament prends-tu exactement? Je ne suis pas sûr. Michel gère tout ça. Des analgésiques, quelque chose pour les spasmes musculaires, quelque chose pour m'aider à dormir. Elle organise tout ça dans ses piluliers journaliers. Connais-tu les noms? Non. Est-ce que je devrais? J'ai forcé ma voix à rester calme. Chérie, je pense que ce serait bien que tu saches ce que tu mets dans ton corps, juste pour tes propres dossiers. Pourrais-tu vérifier les flacons? Oui, je suppose. D'habitude, Michel. Il s'est arrêté. Elle est à la maison. Je dois y aller. Je t'aime, maman. La ligne s'est coupée. Je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de mon salon, mon esprit s'emballant. Tony était drogué pour être docile. J'en étais presque certaine maintenant, maintenue dans le brouillard et la confusion pendant que Michel orchestrait le plan qu'elle et le docteur Harrison avaient préparé. Mais je n'avais toujours pas de preuves, rien de concret, juste des soupçons, des conversations surprises et la certitude désespérée d'une mère que quelque chose n'allait vraiment pas. Le lundi matin, j'ai pris une décision qui m'a terrifié. Je suis retourné au cabinet du docteur Harrison, mais cette fois, je suis entré. La réceptionniste a levé les yeux avec un sourire professionnel. Puis-je vous aider? Oui, je suis Roxane Sullivan. J'aimerais prendre un rendez-vous pour une consultation. J'ai des douleurs à la hanche. Et une amie m'a recommandé le docteur Harrison. Bien sûr, laissez-moi vérifier ses disponibilités. Elle a cliqué sur son ordinateur. J'ai une ouverture jeudi à 14 heures. Parfait. Pendant qu'elle prenait mes informations, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Les dossiers des patients étaient visibles derrière elle dans une armoire, des onglets de couleurs marquant différentes sections. Je remarque que vous n'avez pas beaucoup de monde qui attend. Le docteur Harrison accepte-t-il de nouveaux patients? Oh, oui, bien qu'il soit devenu sélectif dernièrement. Il entre dans une nouvelle phase de sa pratique, des traitements plus spécialisés. Spécialisés comment? Elle s'est penchée d'un air de conspirateur. Entre vous et moi, il s'oriente vers des cas de soins de longue durée. Des patients qui ont besoin d'une thérapie continue sur des mois ou des années. Mieux pour les affaires, je suppose. Soins de longue durée, argent de l'indemnisation. Les pièces s'emboîtaient. Eh bien, je suis contente d'avoir appelé. À jeudi. Je suis parti avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Dans ma voiture, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai cherché sur Google les signes de surdosage médicamenteux et de confusion induite par les médicaments. Chaque symptôme correspondait à ce que Tony avait décrit. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Madame Sullivan? Ici l'inspectrice Jody Mick II. Mon cœur s'est arrêté. Était-il arrivé quelque chose à Tony? Point l'unité des crimes financiers. J'appelle parce que votre nom est apparu dans le cadre d'une enquête en cours. J'aimerais vous poser quelques questions sur le docteur Marcus Harrison. Seriez-vous disponible pour nous rencontrer demain? J'ai agrippé le volant. Une enquête? Quel genre d'enquête? Je préférerais en discuter en personne. Êtes-vous libre vers 10 heures? Oui. Oui, bien sûr. Elle m'a donné une adresse, le poste de police, et a raccroché. Je suis restée assise dans mon allée, tremblante. Une inspectrice, des crimes financiers. Le docteur Harrison était déjà sous le coup d'une enquête, ce qui signifiait que quoi qu'il prépare avec Michel, je n'étais pas la seule à avoir remarqué que quelque chose n'allait pas. Mais cela signifiait aussi que le temps m'était compté. L'inspectrice Sarah Park, j'avais mal entendu le nom au téléphone, était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être 40 ans, avec des yeux vifs qui ne manquaient rien. Son bureau était petit, encombré de dossiers et d'une cafetière qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Merci d'être venue, Madame Sullivan. Elle a désigné une chaise en face de son bureau. Puis-je vous offrir un café? De l'eau? Je vais bien, merci. Je me suis assise, mon sac à main serré sur mes genoux. Vous avez dit que c'était à propos du docteur Harrison? D'une certaine manière. Elle a sorti un mince dossier. Connaissez-vous bien Marcus Harrison? Pas vraiment. C'est le kinésithérapeute de mon fils. Après l'accident. Parlez-moi de l'accident. Alors,
je l'ai fait. Le conducteur distrait, les blessures de Tony, la longue hospitalisation, la thérapie continue. L'inspectrice Park a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes. Et votre belle-fille, Michelle Sullivan, elle a géré ses soins. Oui, elle a été merveilleuse. Le mot avait un goût de cendre dans ma bouche, mais je devais comprendre ce que l'inspectrice savait avant de révéler mes propres soupçons. Madame Sullivan, je vais être direct avec vous. Nous enquêtons sur le docteur Harrison pour fraude à l'assurance. Plusieurs patients, plusieurs réclamations, un schéma de séances de thérapie documentées qui n'ont jamais eu lieu. Mon souffle s'est coupé. Les rendez-vous de Tony. Possiblement. Nous avons identifié au moins 6 cas où les patients croyaient recevoir un traitement, mais les dossiers de la clinique montrent que les séances ont eu lieu alors que le docteur Harrison était documenté ailleurs. Pourtant, des demandes d'assurance ont été déposées et payées pour ces séances. Les patients croyaient recevoir un traitement, ai-je répété lentement, même s'ils ne le recevaient pas, l'expression de l'inspectrice Park était soigneusement neutre. Dans plusieurs cas, les patients avaient des problèmes de mémoire, des effets secondaires de médicaments. On leur a dit que leur conjoint ou soignant confirmait que les rendez-vous avaient eu lieu, gérait le transport, tout. Les patients eux-mêmes n'avaient que de vagues souvenirs. J'ai eu froid. Et les soignants? C'est là que ça devient intéressant. Dans 4 des 6 cas que nous avons identifiés, les soignants avaient des relations personnelles avec le docteur Harrison. Un beau-frère, un ancien camarade d'université, dans un cas, une ex-petite amie. Et Michel. Je pouvais à peine prononcer les mots. L'inspectrice Park a ouvert le dossier et a fait glisser une photo sur le bureau. Elle montrait le docteur Harrison et Michel assis à un café en plein air, leurs têtes rapprochées, sa main couvrant la sienne sur la table. La date était d'il y a 8 mois, 2 mois avant l'accident de Tony. Ceci a été pris par un détective privé engagé par la femme du docteur Harrison. Elle soupçonnait une liaison. Elle a demandé le divorce il y a 6 mois. J'ai fixé la photo. Avant l'accident. Oui. Les implications m'ont submergé. Ils se connaissaient avant que Tony ne soit blessé. Avant qu'il ne devienne le patient du docteur Harrison. Nous le croyons. Mais Madame Sullivan, comprendre quelque chose et le prouver au tribunal sont 2 choses très différentes. C'est pourquoi je vous ai appelé. Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur. Quelqu'un en qui Tony a confiance et qui peut documenter ce qui se passe réellement. Vous voulez que j'espionne ma propre belle-fille? Je veux que vous protégiez votre fils. L'inspectrice Park s'est penchée en avant. Si notre théorie est correcte, le docteur Harrison et Michel ont mené une variante de ce stratagème avec plusieurs patients. Fabriquer ou exploiter une blessure, établir un plan de traitement à long terme, déposer des demandes d'assurance frauduleuses, et dans les cas où il y a une indemnisation, prendre l'argent et disparaître. Je termine. Possiblement. Ou maintenir le contrôle d'un patient incapable qui vaut plus vivant et dépendant que rétabli. Madame Sullivan, l'état de votre fils s'est-il amélioré au cours des 6 derniers mois? J'y ai pensé. Vraiment réfléchi. Non. Si quoi que ce soit, il semble pire, plus confus, plus dépendant malgré des mois de thérapie. Malgré des mois de prétendue thérapie, a acquiescé l'inspectrice Park. Nous avons besoin de documentation. Des relevés de médicaments, la preuve que Tony n'assiste pas réellement aux séances que Michel prétend qu'il suit, tout document financier montrant où vont les paiements d'assurance. Comment suis-je censé obtenir tout ça sans que Michel le sache? Très prudemment. Elle a fait glisser une carte de visite sur le bureau. C'est ma ligne directe. Jour et nuit, si vous vous sentez en danger à un moment donné, vous m'appelez immédiatement. Comprenez-vous? Le mot « en danger » a rendu la situation réelle d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Ma propre belle-fille pourrait être dangereuse. J'ai pris la carte avec des doigts tremblants. Et Tony? Il m'a appelé il y a quelques jours, a dit qu'il avait des problèmes de mémoire. Et s'ils ont déjà? Nous ne croyons pas qu'il soit en danger physique immédiat. Il leur est plus utile en assez bonne santé pour signer des documents, mais assez confus pour ne rien remettre en question. Mais Madame Sullivan, ce chèque d'indemnisation est censé être encaissé dans 3 semaines. Une fois qu'ils auront cet argent, la dynamique changera. Que se passera-t-il dans 3 semaines? L'expression de l'inspectrice Park était sombre. Au mieux, ils disparaissent et Tony est laissé dans une maison de soins quelque part, se demandant ce qui s'est passé. Au pire. Elle n'a pas fini la phrase.
Je me suis levé sur des jambes tremblantes. Je vous apporterai ce dont vous avez besoin. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que j'évitais. J'ai appelé notre avocat de famille, James Mella. Il s'était occupé de la succession de Robert à sa mort. Il connaissait notre famille depuis 20 ans. Roxane, heureux de vous entendre. Que puis-je faire pour vous? James, j'ai besoin de savoir quelque chose sur les procurations. Si quelqu'un en a une pour un membre de sa famille, que peut-il faire? Cela dépend du type. La procuration médicale couvre les décisions de soins de santé. La procuration financière couvre les actifs, les opérations bancaires, ce genre de choses. Est-ce à propos de Tony? Hypothétiquement, si Michel a les deux types de procuration pour Tony, pourrait-elle? Roxane, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris une décision rapide. J'ai besoin que vous découvriez quelle autorité légale Michel a sur les affaires de Tony, discrètement. Pouvez-vous faire ça? Une pause. C'est une demande étrange. S'il vous plaît, James, je vous expliquerai tout quand je le pourrai, mais pour l'instant, j'ai juste besoin de savoir ce qu'elle peut et ne peut pas faire légalement. Donnez-moi un jour ou deux. Je verrai ce que je peux trouver. Ce soir-là, je suis retourné chez Tony et Michel. Cette fois, j'avais appelé à l'avance, apportant le dîner. Lasagne maison, le plat préféré de Tony. Michel ne pouvait pas refuser sans paraître suspecte. Quand elle a ouvert la porte, son sourire était crispé. Roxane, tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. Ce n'est pas un problème du tout. Comment va mon garçon? Il passe une mauvaise journée, en fait. Peut-être que ce n'est pas le meilleur. Maman. La voix de Tony venait du couloir. C'est toi. La mâchoire de Michel s'est crispée, mais elle s'est écartée. Je suis passé devant elle, portant les lasagnes vers la cuisine. Tony était dans le salon, son fauteuil roulant positionné devant la télévision. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé, et mon cœur s'est brisé. Il avait l'air terrible, plus mince que la semaine dernière, sa peau pâle, des cernes sous les yeux. Chérie. J'ai posé les lasagnes et je les serrai dans mes bras avec précaution. Il semblait fragile, comme s'il allait se briser. Je suis si content que tu sois là, a-t-il murmuré. Maman, je dois te parler d'eux. Tony, tes médicaments. Michel est apparu avec un verre d'eau et une poignée de pilules. C'est l'heure. Je viens de prendre des pilules il y a 1 heure. C'était une autre prescription. Celles-ci sont pour les spasmes musculaires, tu te souviens? Tony avait l'air confus. Je ne me souviens pas avoir pris quoi que ce soit plus tôt. Tu l'as fait, juste après ta sieste. La voix de Michel était patiente, mais j'ai senti la pointe d'agacement en dessous. Allez, prends-les pour qu'on puisse manger le merveilleux dîner de Roxane. J'ai regardé Tony avaler docilement les pilules. Combien de fois par jour cela se produisait-il? Combien de pilules prenait-il réellement? Michel, pourrais-tu m'aider à mettre la table? Ai-je dit vivement. J'ai aussi apporté du pain à l'ail. Il est dans la voiture. Bien sûr. Elle m'a suivi dans la cuisine et je l'ai vu jeter un coup d'œil en arrière vers Tony, évaluant la situation. Dans la cuisine, j'ai gardé ma voix légère. Il semble plus fatigué que la dernière fois que je l'ai vu. La thérapie est intense. Le docteur Harrison le pousse vraiment à progresser. C'est merveilleux. C'est quand son prochain rendez-vous? Peut-être que je pourrais le conduire. Te donner une pause. Oh, c'est gentil. Mais je m'en occupe. Jeudi matin. Même heure que d'habitude. La plus brève hésitation. Oui. 10 heures, j'ai souri. Tu es une épouse si dévouée. Tony a de la chance de t'avoir. Pendant que Michel mettait la table, je me suis excusé pour aller aux toilettes. Au lieu de cela, je me suis glissé dans la chambre. Leur chambre. Mon cœur battait la chamade alors que je balayais rapidement la pièce du regard. Sur la table de chevet, un pilulier en plastique avec les jours de la semaine étiquetés, chaque compartiment rempli de pilules. J'ai pris une photo rapide avec mon téléphone. Sur la commode. Des papiers empilés en attente de classement. Je les ai rapidement fouillés. Des factures médicales, des relevés d'assurance, puis un relevé bancaire. Pas le compte joint de Tony et Michel. Une autre banque. Un compte au seul nom de Michel.
J'ai photographié le numéro de compte et le solde. 47 000 $. Roxane, tu t'es perdue? La voix de Michel venait du couloir. J'ai repoussé les papiers, mes mains tremblantes. J'arrive. Je me rafraîchissais juste. Au dîner, j'ai observé Michel portionner soigneusement la nourriture de Tony, coupant tout en petits morceaux, le traitant comme un enfant. Je l'ai regardé détourner chaque conversation des sujets qui pourraient obliger Tony à se souvenir de détails spécifiques. Je l'ai regardé remplir son verre d'eau 4 fois, ajoutant à chaque fois une poudre qu'elle prétendait être un supplément d'électrolytes. Et j'ai regardé Tony devenir de plus en plus somnolent au fur et à mesure que le repas avançait, ses mots s'empâtant, ses yeux luttant pour se concentrer. « Je pense que je dois m'allonger », a-t-il finalement dit. « Bien sûr, chérie. » Michel était déjà debout. « Laisse-moi t'aider. »« Maman, ne pars pas encore. » Tony a attrapé ma main. « Reste, s'il te plaît. »« Je resterai ici. Repose-toi et je nettoierai. » Michel l'a poussé en fauteuil roulant vers la chambre. Sur le seuil, elle m'a regardé et pendant une seconde, le masque est tombé. Ce que j'ai vu n'était pas de la chaleur ou de la gratitude. C'était un calcul froid. Quand elle est revenue 10 minutes plus tard, je faisais la vaisselle, jouant la belle-mère serviable. « Il est complètement assommé », a dit Michel. « Les analgésiques le mettent vraiment KO, le pauvre. »« Michel, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Le chèque d'indemnisation. » « Quand arrive-t-il » Ses épaules se sont légèrement crispées. « Bientôt. »« Dans quelques semaines », a dit l'avocat. « Ça doit être un tel soulagement. Toutes ces factures médicales. Ça l'est. Tony le mérite après tout ce qu'il a traversé. » J'ai séché mes mains et je me suis tourné vers elle. « Et après ? Continuera-t-il la thérapie ? Déménagerez-vous dans une maison plus accessible ? On est encore en train de voir ça. Pourquoi toutes ces questions ? J'essaie juste d'aider. Tu as porté tellement de choses sur tes épaules. » Le sourire de Michel n'a pas atteint ses yeux. « J'apprécie, Roxane, mais on va bien. Vraiment. » En rentrant chez moi ce soir-là, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est l'inspectrice Park. « Avez-vous obtenu ce dont nous avons besoin ? » J'ai répondu par SMS avec les photos que j'avais prises. Les pilules, le relevé bancaire. Sa réponse est arrivée rapidement. « Bon travail. Gardez vos distances maintenant. On prend le relais. » Mais je ne pouvais pas garder mes distances. Pas quand Tony m'avait chuchoté en me disant au revoir, sa voix à peine audible par-dessus la présence de Michel. « Maman, quelque chose ne va pas. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose ne va vraiment pas. Aide-moi. » Le lendemain matin, James Mella a appelé. « Roxane, j'ai trouvé ce que vous aviez demandé. Michel a les procurations médicales et financières pour Tony. Signé et notarié il y a 6 semaines. » Mon estomac s'est noué. 6 semaines ? Mais Tony était encore à l'hôpital à ce moment-là, à peine conscient. Selon la signature du notaire, Tony a signé ses documents en pleine possession de ses moyens, pleinement conscient de ce qu'il faisait. C'est impossible. Je pensais que vous diriez ça, Roxane. Il y a autre chose. L'avocat qui s'occupe du cas d'indemnisation de Tony, il a déposé des documents pour que le chèque soit déposé directement sur un compte accessible uniquement par le titulaire de la procuration. Ce qui veut dire Michel. Peut-il faire ça ? Si la procuration est légitime et que Tony est jugé incapable de gérer ses propres affaires, oui. Et si la procuration a été obtenue frauduleusement ? Une longue pause. Alors il faudrait le prouver, et vite, parce que Roxane, selon les documents judiciaires que j'ai consultés, ce chèque d'indemnisation est encaissé dans 17 jours. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'inspectrice Park. « Nous avons un problème, ai-je dit. Michel a la procuration et l'argent de l'indemnisation lui revient directement. Le temps nous est compté. Je sais. Nous avons obtenu le mandat ce matin. Nous intervenons demain pour perquisitionner le bureau et les dossiers du docteur Harrison. Demain pourrait être trop tard. Madame Sullivan, Roxane, j'ai besoin que vous fassiez confiance au processus. Ne faites rien pour les effrayer. Si Michel se doute que nous enquêtons, elle pourrait avancer son calendrier ou disparaître complètement. Mais cette nuit-là,
mon téléphone a sonné à 23 heures. C'était Tony. Sa voix était paniquée et pâteuse. Maman, je ne trouve pas Michel. Je me suis réveillé et elle est partie. Tous ses vêtements ont disparu. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'arrive tout de suite. Ne bouge pas. Ne fais rien. J'arrive. J'ai appelé l'inspectrice Park en fonçant vers la maison de Tony. Michel est en fuite en ce moment. Elle est déjà partie. Comment aurait-elle pu savoir que nous étions? L'inspectrice Park a juré. Quelqu'un l'a prévenu. Restez avec Tony. J'envoie des unités à la maison et je lance un avis de recherche pour Michel. Quand je suis arrivé, Tony était dans son fauteuil roulant dans le salon, l'air perdu et terrifié. J'ai rapidement fouillé la maison. Michel avait pris ses vêtements, son ordinateur portable et, d'après ce que je pouvais voir, tous les documents liés aux soins médicaux de Tony et à l'indemnisation. Elle m'a menti, n'est-ce pas? La voix de Tony était brisée. Pendant tout ce temps, je me suis agenouillé à côté de son fauteuil roulant et j'ai pris ses mains. Oui, chérie. Mais on va arranger ça. Je te le promets, on va arranger ça. Mais même en le disant, je savais que le pire était encore à venir, car dans 17 jours, un chèque de 2,3 millions de dollars serait encaissé sur un compte contrôlé par une femme qui venait de disparaître dans la nuit. Et quelque part là-dehors, Michel et le docteur Harrison étaient ensemble, exécutant la phase finale du plan qu'ils avaient élaboré depuis le début. La police est arrivée en moins de 15 minutes. 2 officiers en uniforme suivis par l'inspectrice Park, qui avait l'air furieuse et épuisée. Elle a immédiatement commencé à diriger les officiers pour photographier la maison, documenter ce qui manquait et lancer des alertes pour Michel et son véhicule. Je suis resté avec Tony, qui semblait osciller entre le choc, la confusion et un besoin désespéré de comprendre ce qui s'était passé. Depuis combien de temps, m'a-t-il demandé pour la 3e fois. Depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas, chérie, mais on va le découvrir. L'inspectrice Park a tiré une chaise en face de nous. Tony, j'ai besoin de te poser quelques questions. Te sens-tu assez lucide pour parler? Je ne sais pas ce que je ressens. Il s'est frotté le visage avec ses 2 mains. Je n'arrête pas de penser que j'aurais dû le voir, mais je ne me souviens pas de la moitié de ce qui s'est passé ces derniers mois. Tout est flou. C'est parce que vous avez été systématiquement drogué, a dit sans détour l'inspectrice Park. Nous devrons vous emmener à l'hôpital. Faire un bilan toxicologique complet. Quels que soient les médicaments que Michel vous donnait, ce n'était pas ce qu'elle prétendait. Drogué, a répété Tony comme s'il essayait de comprendre le mot. J'ai serré sa main. On va te trouver de l'aide. Le téléphone de l'inspectrice Park a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, puis s'est levée brusquement. Excusez-moi un instant. Elle est allée dans la cuisine, mais je pouvais entendre sa voix monter. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne la trouvez pas? Elle est partie il y a moins de 2 heures. Vérifiez les caméras de circulation, les cartes de crédit, tout. Quand elle est revenue, son expression était sombre. La voiture de Michel a été retrouvée abandonnée sur le parking d'un centre commercial à environ 15 km d'ici. Elle a changé de véhicule. On vérifie les images de sécurité maintenant. Elle a planifié ça, ai-je dit. Elle savait que vous enquêtiez. Quelqu'un l'a prévenu. Quelqu'un ayant accès à des informations sur notre affaire. L'inspectrice Park a regardé Tony. L'avocat qui s'occupe de votre indemnisation, Henderson & Associates. Est-ce que Michel avait beaucoup de contacts avec eux? Je suppose. Elle s'occupait de tout ça. Je devais signer des papiers finaux cette semaine, mais Michel a dit qu'on pouvait le faire plus tard, quand je me sentirais plus fort. Les yeux de Tony se sont agrandis. Les papiers? Elle voulait que je signe des papiers. Qu'est-ce que je signais? On doit le découvrir maintenant. L'inspectrice Park était déjà au téléphone. Passez-moi un juge. J'ai besoin d'une ordonnance d'urgence pour geler tous les comptes associés au cas d'indemnisation Sullivan. Oui, je sais quelle heure il est. C'est urgent. Au cours de l'heure suivante, la maison s'est remplie d'activités. Un ambulancier est arrivé pour vérifier les signes vitaux de Tony et prélever du sang pour des analyses. Un expert comptable judiciaire nous a rejoints, étalant des papiers sur la table de la salle à manger, et James Mella est arrivé après que je l'ai appelé, malgré l'heure tardive. Mon Dieu, Roxane, a-t-il dit en voyant le chaos. Dans quoi vous êtes-vous fourré?
On essaie d'empêcher que mon fils ne se fasse voler son indemnisation et peut-être sa vie. Les sourcils de James se sont haussés, mais il est immédiatement passé en mode avocat. De quoi avez-vous besoin? À 2 heures du matin, nous avions une image plus claire, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. L'experte comptable, une femme aux yeux perçants nommée Dr Rice, nous a tout expliqué. Michel a ouvert 3 comptes distincts au cours des 6 derniers mois. Celui que Roxane a photographié contient 47 000 $. Cela semble provenir de demandes d'assurance frauduleuses déposées pour des séances de thérapie qui n'ont jamais eu lieu. Mais il y a plus. Elle a affiché des relevés bancaires sur son ordinateur portable. Il y a 2 semaines, Michel a contracté un prêt de 200 000 $ en utilisant cette maison comme garantie. Elle a utilisé la procuration pour le faire à l'insu de Tony. Elle a hypothéqué notre maison, Tony avait l'air accablé. Mais on l'avait presque remboursé. Plus maintenant, a dit Dr Rice. L'argent de ce prêt a été viré sur un compte offshore. On essaie de le tracer maintenant, mais ces choses sont conçues pour être difficiles à suivre. Et le chèque d'indemnisation? A demandé James. C'est le vrai jackpot. 2,3 millions de $ qui doivent être déposés directement sur un compte que Michel contrôle. Une fois que cet argent arrive, elle peut le transférer n'importe où dans le monde en quelques heures. L'inspectrice Park s'est appuyée contre le mur, les bras croisés. Donc, on gèle les comptes, on obtient une ordonnance du tribunal pour arrêter le dépôt de l'indemnisation, on invalide la procuration. Ce n'est pas si simple, a interrompu James. La procuration a été légalement notariée. À moins qu'on puisse prouver que Tony était mentalement inapte quand il l'a signée. Je l'étais, a dit Tony. Je ne me souviens même pas de l'avoir signé. Alors il nous faut le témoignage du notaire pour dire que vous n'étiez pas en pleine possession de vos moyens. Et il nous faut les dossiers médicaux montrant quels médicaments vous preniez réellement, que Michel a apparemment emporté avec elle. Le docteur Harrison aura des copies, ai-je dit. Le docteur Harrison est aussi dans la nature, nous a informé l'inspectrice Park. On est allé exécuter le mandat de perquisition à son cabinet il y a 1 heure. Vidé. Sa réceptionniste est arrivée au travail ce matin et a trouvé les classeurs vides, les disques durs des ordinateurs manquants. Il y était passé pendant la nuit. La pièce est tombée dans le silence. Il prépare ça depuis longtemps, ai-je dit doucement. Ce n'était pas opportuniste. C'était calculé, méthodique. Ce qui signifie qu'ils auront des plans de secours. L'inspectrice Park a acquiescé. Michel savait qu'on se rapprochait. Quelqu'un l'a prévenue et elle a activé sa stratégie de sortie. La question est, qu'est-ce qu'elle a activé d'autre? Son téléphone a sonné. Elle a répondu, a écouté, et son visage est devenu pâle. Quand? Combien? Une pause. Tracez-le maintenant. Elle a raccroché et a regardé Tony. Je suis désolé de vous annoncer ça, mais il y a 15 minutes, quelqu'un a accédé à votre compte courant joint et a viré tout le solde. 32 000 $. C'est impossible, a dit Tony. J'ai ma carte de débit ici. Elle avait un accès en ligne et apparemment beaucoup de vos informations personnelles. La mâchoire de l'inspectrice Park était crispée. Elle brûle tout. Elle prend tout ce qu'elle peut avant qu'on ne la bloque complètement. James tapait déjà sur son téléphone. Je dépose une motion d'urgence dès la 1re heure demain matin. Mais Tony, tu dois comprendre, même si on empêche l'argent de l'indemnisation d'aller à Michel, si cette procuration est jugée valide, le tribunal pourrait mettre les fonds dans une fiducie jusqu'à ce que tout soit réglé. Ça pourrait prendre des mois, peut-être des années. Je me fiche de l'argent, a dit Tony, sa voix se brisant. Je veux juste comprendre pourquoi. On était heureux. Je l'aimais. Pourquoi m'aurait-elle fait ça? Personne n'avait de réponse à cela. À 3 heures du matin, l'inspectrice Park a renvoyé tout le monde chez soi, sauf l'officier posté devant la maison. J'ai refusé de laisser Tony seul, alors je me suis installé dans la chambre d'amis après l'avoir aidé à se coucher. Mais je ne pouvais pas dormir. J'étais allongé dans l'obscurité, mon esprit repassant tout ce que nous savions, tout ce que nous avions découvert. Michel et le docteur Harrison se connaissaient avant l'accident. Ils avaient préparé ça. Mais depuis combien de temps? Et l'accident lui-même? Non, c'était une pensée trop sombre. Même Michel n'aurait pas pu arranger qu'un camion de livraison heurte son propre mari, n'est-ce pas? À 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et j'ai fait du café.
Tony est arrivé en fauteuil roulant dans la cuisine 20 minutes plus tard, l'air aussi épuisé que moi. As-tu dormi du tout, ai-je demandé. Pas vraiment, maman. J'ai réfléchi. L'accident. J'ai essayé de me souvenir des détails. Tony, tu n'as pas à le faire. Si, parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse. Il a accepté le café que je lui tendais. Ce jour-là, je devais retrouver Michel pour déjeuner en ville dans ce restaurant italien qu'on aimait, mais à la dernière minute, elle a appelé et m'a demandé de venir la chercher au cabinet du docteur Harrison à la place. Mes mains se sont immobilisées sur ma tasse de café. Michel t'a demandé d'aller là-bas? Oui. Elle a dit que sa voiture faisait un bruit bizarre et qu'elle ne voulait pas la conduire. Elle m'a demandé de venir la chercher et qu'on prendrait ma voiture pour aller au restaurant. Il a fixé son café. L'accident s'est produit à 2 pâtés de maison du cabinet du docteur Harrison. Ce camion de livraison a grillé le feu rouge juste au moment où je tournais. Tony, es-tu en train de dire? Je dis que Michel m'a envoyé à cet endroit exact à ce moment exact et qu'elle n'y était pas. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, elle a dit qu'elle était encore à l'intérieur du cabinet, à attendre. Elle est venue à l'hôpital dès qu'elle a appris la nouvelle. Nous nous sommes regardés, la possibilité horrifiante flottant entre nous. On doit le dire à l'inspectrice Park, ai-je dit. Mais avant que je puisse attraper mon téléphone, la sonnette a retenti. À travers la fenêtre, j'ai vu une berline argentée dans l'allée. Une femme en tailleur-chair se tenait sur le perron, tenant une mallette. J'ai ouvert la porte avec précaution. Oui. Madame Roxane Sullivan? Son sourire était professionnel, poli. Je m'appelle Victoria Brennan. Je suis une avocate représentant Michel Sullivan. Puis-je entrer? Absolument pas, je comprends que vous soyez contrarié, mais j'ai des documents qui doivent être signés. Des documents urgents concernant l'indemnisation et les soins continus de Tony. Tony ne signe rien sans la présence de son propre avocat. Le sourire de Victoria n'a jamais faibli. Je crains que ce ne soit pas possible. Vous voyez, Madame Sullivan, Michel détient la procuration. Elle est autorisée à prendre toutes les décisions juridiques et médicales au nom de Tony. Ces documents ne font que formaliser le transfert des fonds de l'indemnisation à la fiducie médicale appropriée qui a été établie pour les soins à long terme de Tony. C'est un mensonge. Tony est apparu derrière moi dans son fauteuil roulant. Je n'ai jamais autorisé de fiducie médicale. Monsieur Sullivan, je comprends que vous soyez confus. Votre femme s'est beaucoup inquiétée de vos problèmes de mémoire et de vos troubles cognitifs. En fait, elle a déposé des documents pour vous faire déclarer légalement inapte en raison d'un traumatisme crânien subi lors de l'accident. Quoi? Avons-nous dit simultanément, Tony et moi. Victoria a sorti des papiers de sa mallette. Ceci est une évaluation psychiatrique menée par le docteur Harrison déclarant Tony Sullivan incapable de gérer ses propres affaires ou de prendre des décisions juridiques compétentes. Elle a été déposée auprès du tribunal hier après-midi. C'est de la fraude, ai-je dit. Le docteur Harrison est sous le coup d'une enquête. Le docteur Harrison est un médecin agréé avec un dossier impeccable. Son avis médical a un poids considérable. Et Madame Sullivan, je dois vous informer que Michel demande également une ordonnance restrictive contre vous. Contre moi. Elle estime que vous vous êtes ingéré dans son mariage, que vous avez causé un stress excessif et que vous avez tenté de manipuler Tony contre elle. L'ordonnance restrictive vous oblige à rester à au moins 150 mètres de Tony à tout moment. C'est insensé. L'ordonnance a été approuvée par le juge Matthews. Elle entre en vigueur immédiatement. Vous devez quitter cette maison maintenant, Madame Sullivan, ou je serai forcé d'appeler la police. J'ai regardé Tony, j'ai vu la panique dans ses yeux. Je ne quitte pas mon fils. Alors vous serez arrêté. Victoria a sorti son téléphone. C'est votre choix. Attendez. La voix de l'inspectrice Park venait de derrière Victoria. Elle s'approchait apparemment de la maison quand nous avons ouvert la porte. Je ne crois pas, Madame Brennan. Roxane Sullivan est un témoin essentiel dans une enquête criminelle en cours. Elle séjourne également dans cette maison à la demande du service de police pour assurer la sécurité de Tony Sullivan. L'expression de Victoria a vacillé d'agacement. Inspectrice, comme c'est pratique, n'est-ce pas? Et cette ordonnance restrictive, je vais la faire annuler avant midi. Le juge Matthews est un ami de mon père et il sera très intéressé d'apprendre qu'il a signé une ordonnance basée sur un témoignage psychiatrique frauduleux.
Vous ne pouvez pas prouver. Je peux prouver beaucoup de choses, y compris que vous, Madame Brennan, avez reçu un virement de 50 000 $ d'un compte offshore il y a 2 jours. Le même compte sur lequel Michelle Sullivan a transféré de l'argent. Donc, non seulement vous êtes complice de cette fraude, mais vous êtes une participante active. Le visage de Victoria est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors ça ne vous dérangera pas de venir au poste pour répondre à quelques questions. En fait, j'insiste. L'inspectrice Park a sorti des menottes. Victoria Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude et blanchiment d'argent. Alors que l'inspectrice Park lisait ses droits à Victoria et la conduisait à la voiture de police, j'ai mis mon bras autour des épaules de Tony. Ça s'aggrave, n'est-ce pas? Dit-il doucement. Ça se résout, ai-je corrigé. Une pièce à la fois. Ils sont désespérés, ils font des erreurs. C'est bon pour nous. Mais même en le disant, je savais que nous approchions du véritable point de crise. Michelle et le docteur Harrison avaient passé des mois à construire leur stratagème. Ils n'allaient pas le laisser s'effondrer sans se battre. Et quelque part là-dehors, ils préparaient leur prochain coup. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Dis à Tony que je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, mais l'argent est à moi et il n'en verra jamais un centime. Tu aurais dû te mêler de tes affaires, Roxane. Je l'ai supprimé immédiatement, espérant que Tony ne l'avait pas vu, mais le message était clair. Michelle savait que nous la poursuivions, et elle était prête pour la guerre. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de motions juridiques, d'interrogatoires de police et d'évaluations médicales. Tony fut admis à l'hôpital pour un dépistage toxicologique complet qui révéla un cocktail de drogue dans son système, des benzodiazépines, des opioïdes bien plus puissants que nécessaires pour ses niveaux de douleur, et quelque chose appelé zolpidem que le médecin dit être généralement utilisé pour l'insomnie sévère. Ces combinaisons causeraient absolument des pertes de mémoire, de la confusion et des troubles cognitifs, nous a dit le docteur Martinez en examinant les résultats. Les niveaux dans son système suggèrent qu'il prend ces médicaments de manière constante depuis des mois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le temps et un traitement approprié, les effets devraient être réversibles. Combien de temps, a demandé Tony. Pour nettoyer complètement votre système? Quelques semaines. Pour retrouver une pleine clarté mentale. Peut-être 1 mois ou 2. Mais vous commencerez à vous sentir mieux presque immédiatement une fois que nous vous aurons mis sous les bons médicaments. C'était la première bonne nouvelle que nous avions eue. James a travaillé sans relâche pour déposer des motions invalidant la procuration, gelant les comptes de Michelle et bloquant le transfert de l'indemnisation. L'inspectrice Park a coordonné avec les agences fédérales puisque la piste de l'argent traversait les frontières des États et internationales. Mais Michelle restait un pas en avant. Le 4e jour, James a appelé avec des nouvelles dévastatrices. Elle a demandé le divorce, et elle prétend avoir droit à la moitié de tout, y compris de l'indemnisation. Mais l'indemnisation est pour les frais médicaux de Tony, ai-je protesté. Dans l'état où ils se sont mariés et résident actuellement, les biens acquis pendant le mariage sont considérés comme des biens communs. À moins que nous ne puissions prouver que l'indemnisation est spécifiquement désignée pour les soins médicaux et non comme une compensation générale, elle a une réclamation légale. Donc, après tout ce qu'elle a fait, la fraude, le drogage, le vol, elle pourrait encore repartir avec plus d'1 million de $? Si nous ne pouvons pas prouver l'intention criminelle avant que l'indemnisation ne soit versée, oui. Le tribunal des divorces fonctionne séparément de l'enquête criminelle. Elle joue sur les 2 tableaux. Cette nuit-là, je me suis assise avec Tony dans sa chambre d'hôpital. Il avait déjà meilleure mine, plus alerte, plus présent, mais les blessures émotionnelles étaient plus profondes que les blessures physiques. Je lui faisais entièrement confiance, a-t-il dit en fixant le plafond. Chaque pilule qu'elle me donnait, chaque rendez-vous où elle me conduisait, chaque décision qu'elle prenait, je lui faisais confiance. Comment ai-je pu être si aveugle? Elle était douée pour la tromperie. Ce n'est pas une critique de ta part. Mais tu as tout compris. Tu as vu clair en elle. Seulement parce que j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre. Et même alors, j'ai douté de moi pendant des jours. J'ai pris sa main. Tu l'aimais, Tony. On est censé faire confiance à la personne qu'on aime. Je ne pense pas que je ferai de nouveau confiance à quelqu'un. Si, tu le feras. Ça prendra du temps, mais tu le feras. Parce que l'alternative, c'est de les laisser gagner. Mon téléphone a vibré.
Un SMS de l'inspectrice Park. J'ai besoin de vous deux au poste demain. 10 heures développement majeur. Le lendemain matin, nous nous sommes réunis dans une salle de conférence au poste de police. Tony dans son fauteuil roulant, mais l'air plus fort. James, l'inspectrice Park, et deux personnes que je ne reconnaissais pas. Un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux grisonnants et une jeune femme aux yeux cerclés de rouge. Roxane, Tony, voici Thomas Bradford et sa fille Lorraine, a dit l'inspectrice Park. Ils se sont manifestés avec des informations sur le docteur Harrison et Michel. Thomas s'est éclairci la gorge. Ma femme, Patricia, était une patiente du docteur Harrison il y a 2 ans après un accident de voiture similaire à la situation de Tony. Le docteur Harrison était son kinésithérapeute. Il avait une liaison avec ma mère, a dit Lorraine sans détour. On ne le savait pas à l'époque. On pensait qu'il était juste attentif, attentionné. Maman était si vulnérable après l'accident. Thomas a continué. Patricia avait aussi un cas d'indemnisation. Pas aussi important que le tien, Tony, mais substantiel. 300 000 $. Elle m'avait signé une procuration pendant sa convalescence, mais d'une manière ou d'une autre, le docteur Harrison l'a convaincu de la révoquer et de la lui donner à la place. Il a dit que c'était pour un programme de traitement spécialisé. L'argent a disparu dans la semaine suivant le versement de l'indemnisation, a dit Lorraine. Le docteur Harrison a prétendu que c'était pour des frais médicaux, mais on n'a jamais pu obtenir de documentation appropriée. Maman était tout le temps confuse. Elle ne se souvenait pas de ce qu'elle avait accepté. Où est Patricia maintenant, ai-je demandé doucement. Le visage de Thomas s'est décomposé. Elle est décédée 6 mois après l'indemnisation. Surdose. Le médecin légiste a conclu à un accident. Il a dit qu'elle avait pris trop d'analgésiques, qu'elle s'était embrouillée. Mais elle allait mieux avant que l'argent n'arrive. Après sa disparition, elle s'est rapidement détériorée. La pièce était silencieuse. On n'a rien pu prouver, a dit Lorraine, des larmes coulant sur son visage. On a essayé. On a déposé des plaintes, parlé à des avocats, on est allé à la police, mais Harrison a trop bien couvert ses traces. Et puis il a simplement déménagé dans une autre ville et a ouvert un nouveau cabinet, ici. Il a déménagé ici et 6 mois plus tard, Michel est entrée dans son cabinet comme nouvelle patiente, se plaignant de maux de dos, a dit l'inspectrice Park. Avant même de rencontrer Tony, ai-je demandé. Avant qu'elle ne rencontre Tony. On a vérifié les relevés téléphoniques. Michel et Harrison étaient en contact depuis 8 mois avant qu'elle ne soit présentée à Tony lors de cette soirée de charité où ils se seraient rencontrés. Le visage de Tony est devenu livide. Elle m'a ciblé depuis le début. On le croit, a dit l'inspectrice Park. Vous étiez un ingénieur logiciel à succès, de bons revenus, propriétaire d'un bien immobilier. Vous étiez exactement le genre de cible qu'il recherche. Mais l'accident. On enquête toujours là-dessus. Le chauffeur du camion qui vous a heurté avait un casier vierge, a passé tous les tests toxicologiques. Il semble que ce soit un véritable accident, mais Michel en a profité. Où elle a créé les circonstances où un accident était probable, ai-je dit doucement. Elle a envoyé Tony à cet endroit précis à ce moment précis sur un itinéraire qu'elle savait avoir des intersections dangereuses. L'inspectrice Park a hoché la tête. On examine ça, mais il est presque impossible de prouver la préméditation dans un accident de la route. Thomas s'est penché en avant. La raison pour laquelle on est là, Tony, c'est parce qu'on veut témoigner. Tout ce qu'on a vécu, tout ce que Harrison a fait à ma femme. On racontera tout au tribunal. On n'a pas pu sauver Patricia, mais peut-être qu'on peut t'aider. Et il y a plus, a ajouté Lorraine. Elle a sorti une clé USB. Après la mort de maman, je suis devenu obsédé par la recherche de preuves. J'ai pénétré dans l'ancien bureau de Harrison. Je sais que c'était illégal, mais j'ai copié des fichiers de son ordinateur avant qu'il ne les fasse. Je ne savais pas quoi en faire à l'époque. Je ne pensais pas que ça intéresserait quelqu'un, mais quand j'ai vu les nouvelles sur cette affaire, j'ai su que je devais me manifester. L'inspectrice Park a pris la clé USB. Qu'y a-t-il dessus? Des feuilles de calcul, des noms de patients, des montants d'indemnisation, des numéros de compte. C'est tout là. Les dossiers de Harrison sur chaque personne qu'il a escroqué, y compris des notes sur Michel et leurs plans pour de futures cibles. Le nom de Tony est dessus, ai-je demandé. Lorraine a hoché la tête. Ajouté 8 mois avant l'accident,
avec des montants d'indemnisation projetés et des estimations de calendrier. La pièce a éclaté. James a immédiatement commencé à parler de l'admissibilité des preuves. L'inspectrice Park était au téléphone avec le procureur. Tony était assis, figé, digérant la réalité que toute sa relation avec Michelle avait été une escroquerie calculée dès le premier bonjour. J'ai serré son épaule. On les tient maintenant, enfin. Mais l'inspectrice Park a levé la main, faisant taire tout le monde. Elle écoutait attentivement la personne au téléphone, son expression s'assombrissant. Quand? Combien? Elle a juré à voix basse. Bloquez tout maintenant. Elle a raccroché et nous a regardés. Le chèque d'indemnisation a été encaissé il y a 1 heure. Les 2,3 millions de dollars. Il a été déposé sur le compte que nous pensions avoir gelé, mais d'une manière ou d'une autre, l'ordre de gel a été retardé dans le traitement. C'est impossible, a dit James. J'ai déposé cette motion il y a 3 jours. Quelqu'un au greffe du tribunal l'a laissé traîner. On enquête, mais le mal est fait. L'argent a déjà été transféré dans une série de virements rapides. On essaie de les tracer, mais ils rebondissent entre plusieurs banques internationales. Alors, elle l'a, a dit Tony platement. Michelle a mon argent. Pas pour longtemps, a dit l'inspectrice Park d'un air sombre. Parce qu'on vient d'avoir la confirmation qu'Interpol suivait ces mêmes comptes offshore dans le cadre d'un réseau de fraude internationale. L'argent que Michelle a transféré, il a déclenché toutes les alertes qu'ils avaient mises en place. Ils savent exactement où il est allé. Où, ai-je demandé? Les îles Caïmans. Et voici la beauté de la chose. Michelle et le docteur Harrison y ont pris l'avion hier. Ils sont dans un complexe hôtelier à Georgetown en ce moment, probablement en train de célébrer. Et ils n'ont aucune idée que les autorités caïmaniennes coopèrent avec les forces de l'ordre américaines. Vous pouvez les arrêter? A demandé Tony. Mieux. On l'a déjà fait. Ils ont été placés en garde à vue il y a 2 heures quand ils ont essayé d'accéder au fonds. Il s'avère que les îles Caïmans prennent la fraude bancaire très au sérieux, surtout quand elle implique des victimes américaines. Le soulagement dans la pièce était palpable. Mais j'avais appris à ne pas célébrer trop tôt. Et l'argent? Ai-je demandé. Je l'ai. Tout. Une fois qu'on aura prouvé la fraude, ce qu'on peut faire maintenant grâce aux preuves de Lorraine, chaque centime sera rendu à Tony. Combien de temps ça prendra? A demandé James. Des mois, probablement. Mais l'important, c'est que Michelle et Harrison sont en garde à vue. Ils sont en cours d'extradition vers les États-Unis pour faire face à des accusations, de multiples accusations. Fraude, complot, usurpation d'identité, abus de personnes âgées. Je ne suis pas âgé, a protesté faiblement Tony. Vous étiez un adulte vulnérable sous l'influence de drogues administrées sans votre consentement éclairé. Ça compte. L'inspectrice Park a même souri. Ils risquent de 20 à 30 ans chacun. Thomas Bradford s'est essuyé les yeux. Dieu merci. Enfin. Il y aura un procès, a poursuivi l'inspectrice Park. Tony, tu devras témoigner. Roxane, vous aussi. Ce ne sera pas facile. Ça m'est égal, a dit Tony. Je veux lui faire face. Je veux qu'elle sache que je sais exactement ce qu'elle a fait. 2 semaines plus tard, j'ai eu mon souhait de faire face à Michelle, mais pas de la manière que j'attendais. James a arrangé notre présence lors de la mise en accusation de Michelle et du docteur Harrison après leur extradition. La salle d'audience était bondée. Des journalistes, d'autres victimes qui s'étaient manifestées, des procureurs préparant leur dossier. Quand ils ont amené Michelle, je l'ai à peine reconnu. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements chers étaient froissés. Mais ses yeux étaient calculateurs, cherchant dans la pièce jusqu'à ce qu'ils se posent sur Tony et moi. Elle a souri. A réellement souri. L'huissier a lu les charges. 18 chefs d'accusation distincts. Le juge a fixé la caution à 2 millions de dollars, ce que l'avocat de Michelle a immédiatement contesté, affirmant qu'elle ne pouvait pas payer. Votre honneur, le procureur s'est levé. L'accusée a accès à 2,3 millions de dollars qu'elle a obtenus frauduleusement. Cet argent est légitimement à moi, a interrompu Michelle, ignorant les tentatives de son avocat de la faire taire. J'ai mérité chaque centime. Vous voulez savoir ce que c'est que d'être marié à un homme faible et pathétique qui ne peut même pas, mademoiselle Sullivan, je vous conseille vivement d'arrêter de parler, a dit sèchement le juge.
Mais Michel avait fini de faire semblant. J'ai passé 2 ans à monter ça. 2 ans à jouer la femme dévouée à cet inutile. Elle a fait un geste vers Tony. Point attendant le bon moment. Et je m'en serais sorti si sa mère fouineuse n'avait pas, ça suffit. Son avocat essayait physiquement de lui couvrir la bouche, mais le mal était fait. Michel venait de tout avouer en audience publique, et s'était consigné. Le visage du juge était de pierre. La libération sous caution est refusée. Maintenez l'accusé en détention préventive en attendant le procès. Alors qu'ils emmenaient Michel, elle m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas fini, Roxane. J'ai des avocats. J'ai des amis. Tu penses que tu as gagné, mais... En fait, c'est fini, ai-je dit clairement. Tu as perdu au moment où tu as sous-estimé ce qu'une mère ferait pour protéger son enfant. L'expression de Michel s'est tordue de rage alors qu'il l'entraînait. La mise en accusation du docteur Harrison a suivi. Il était plus calme, plus composé, mais son avocat n'a pas pu empêcher l'accusation de présenter les preuves de Lorraine, les feuilles de calcul, les dossiers détaillés de ses stratagèmes. Votre honneur, nous avons des documents montrant que le docteur Harrison et madame Sullivan se sont livrés à un schéma de fraude s'étendant sur 6 ans, impliquant au moins 12 victimes dans 4 États, pour un total de plus de 4 millions de dollars de fonds volés. Le juge a fixé la caution de Harrison à 5 millions de dollars. Il ne pouvait pas la payer non plus. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. Tony les a gérés avec plus de grâce que je ne l'attendais. Je veux que les autres victimes sachent qu'elles ne sont pas seules, a-t-il dit aux caméras. Et je veux remercier ma mère qui n'a jamais cessé de se battre pour moi, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. Cette nuit-là, de retour à sa maison, vraiment sa maison maintenant, avec toutes les serrures changées et la situation hypothécaire en cours de règlement, Tony et moi nous sommes assis dans son salon. « Comment vas-tu vraiment » ai-je demandé. « Je ne sais pas encore. Demande-moi dans 1 an. » Il a souri légèrement. « Mais maman, merci de ne pas avoir abandonné, de faire confiance à tes instincts quand tout le monde aurait pensé que tu étais une belle-mère paranoïaque et envahissante. Je suis une belle-mère envahissante. J'ai juste eu raison cette fois. » Il a ri, et c'était le premier rire sincère que je lui avais entendu depuis des mois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de l'inspectrice Park. Compte final, 18 victimes identifiées. Fraude totale, 6,2 millions de dollars. Votre enquête a fait éclater toute l'affaire. Le FBI veut vous remercier personnellement. J'ai montré le message à Tony. 6 millions de dollars, a-t-il dit doucement. Combien de vies ont-ils détruites? Pas la tienne, ai-je dit fermement. Tu es toujours là. Tu deviens plus fort chaque jour. Tu vas te rétablir et aller de l'avant. Avec toi pour veiller sur moi. Toujours. Mais même en le disant, je savais qu'une autre confrontation approchait, car dans 3 mois, il y aurait un procès et je devrais être prête. 3 mois peuvent sembler une éternité quand on attend la justice. Tony a commencé la kinésithérapie avec un nouveau médecin, une femme recommandée par l'hôpital avec des références impeccables et aucun lien avec le docteur Harrison. En quelques semaines, le brouillard qui avait obscurci son esprit pendant si longtemps a commencé à se dissiper. Les vrais médicaments, ceux dont il avait réellement besoin, l'aidaient à soulager la douleur sans détruire sa fonction cognitive. Et lentement, miraculeusement, il a recommencé à marcher. D'abord avec un déambulateur, puis avec une canne. Le médecin a dit que son corps avait guéri tout ce temps, mais que les drogues que Michel lui avait données avaient masqué ses progrès, le maintenant dépendant et confus. Sans elle, sa guérison naturelle pouvait enfin avoir lieu. Elle m'a maintenu dans ce fauteuil roulant, a-t-il dit un après-midi lors d'une séance, sa voix pleine d'émerveillement et de rage. J'aurais pu marcher il y a des mois. Ne pensez pas à ce qui a été volé, a conseillé sa thérapeute. Concentrez-vous sur ce que vous récupérez. Bon conseil. Difficile à suivre. Le procès a commencé par un matin froid de février. Les marches du palais de justice étaient bondées de journalistes, de caméras et de spectateurs. Thomas Bradford était là avec sa fille, Lorraine. 3 autres victimes s'étaient manifestées, prêtes à témoigner. L'accusation avait monté un dossier si solide que l'avocat de Michel avait essayé 5 fois de négocier un accord de plaidoyer. Elle avait tout refusé. Je n'ai rien fait de mal, avait-elle dit au procureur. Selon James, Tony était inapte. Quelqu'un devait gérer ses affaires. Son arrogance serait sa chute.
La première semaine du procès a été procédurale, sélection du jury, déclaration liminaire, l'accusation exposant son cas avec un détail méticuleux. Ils ont présenté les demandes d'assurance frauduleuses, les documents falsifiés, les comptes offshore. Ils ont fait venir des experts en écriture qui ont témoigné que la signature de Tony sur les documents de procuration avait été tracée, et non écrite librement. Michel était assise à la table de la défense, l'air ennuyé, chuchotant de temps en temps à son avocat, ne montrant jamais le moindre remords. Le procès du docteur Harrison se tenait séparément, mais son avocat l'avait convaincu de plaider coupable, 15 ans en échange d'un témoignage contre Michel. L'accusation le gardait pour un impact maximal. J'ai été appelé à témoigner le 5e jour. La procureure, une femme vive nommée Madame Delgato, m'a fait tout raconter, la conversation surprise dans le bureau du docteur Harrison, les mensonges sur les rendez-vous de thérapie, l'enquête que j'avais menée, la découverte de Tony seul après le départ de Michel. Madame Sullivan, qu'est-ce qui vous a rendu méfiante ce premier jour, a demandé Madame Delgato. Une mère sait, ai-je simplement dit. J'ai vu la veste de ma belle-fille à travers la fenêtre à un moment où elle n'aurait pas dû être là. Et j'ai entendu le ton de sa voix quand elle parlait. Ce n'était pas la voix d'une épouse inquiète. C'était la voix de quelqu'un qui préparait quelque chose. Objection. Spéculation, a crié l'avocat de Michel. Maintenu. Madame Sullivan, veuillez vous en tenir à ce que vous avez observé directement. J'ai observé mon fils se détériorer sous les soins de sa femme. J'ai observé des mensonges sur ses rendez-vous médicaux. J'ai observé un compte bancaire secret avec 47 000 $ qui n'avait aucune source légitime. J'ai observé mon fils être drogué jusqu'à la confusion pour que sa femme puisse contrôler chaque aspect de sa vie et voler son avenir. Le jury était captivé. Plusieurs membres se penchaient en avant, complètement concentrés. L'avocat de Michel a essayé de me dépeindre comme une belle-mère envahissante et jalouse qui n'avait jamais accepté le mariage de son fils. Mais les preuves étaient accablantes. Les photos que j'avais prises, les relevés bancaires, la chronologie que l'inspectrice Park avait construite, tout racontait la même histoire. À la barre des témoins, je n'ai jamais élevé la voix. Je n'ai jamais montré de colère. J'ai simplement dit la vérité, calmement et clairement, comme j'avais raconté des milliers d'histoires à des milliers d'enfants au cours de mes décennies d'enseignement. Des faits, des détails, la réalité. La défense n'a pas pu me déstabiliser. Tony a témoigné le 7e jour. Il l'avait redouté, mais il était plus fort maintenant, physiquement et émotionnellement. Il s'est approché de la barre des témoins avec seulement une légère boiterie, a prêté serment et s'est assis. La procureure l'a guidé à travers sa relation avec Michel, l'accident, les mois de brouillard et de confusion. Monsieur Sullivan, avez-vous sciemment signé une procuration à votre femme? Non, je n'ai aucun souvenir d'avoir signé ces documents. Et d'après le témoignage médical sur ce qui était dans mon système à l'époque, je n'aurais pas pu comprendre ce que je signais, même si je l'avais fait. Avez-vous autorisé votre femme à contracter un prêt de 200 000 $ contre votre maison? Absolument pas. Saviez-vous qu'elle avait une liaison avec le docteur Harrison? Non. Avez-vous autorisé le transfert des fonds de votre indemnisation vers des comptes offshore? Non. Je pensais que cet argent allait payer mes soins médicaux et notre avenir. Je faisais entièrement confiance à ma femme. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Plusieurs membres du jury semblaient visiblement émus. L'avocat de Michel a été plus doux avec Tony qu'il ne l'avait été avec moi, mais il a quand même essayé de suggérer que Tony était au courant des arrangements financiers, que ses problèmes de mémoire étaient exagérés. Monsieur Sullivan, n'est-il pas vrai que vous avez signé plusieurs documents pendant votre convalescence? On m'a dit que je l'avais fait. Je ne m'en souviens pas, n'est-il pas possible que vous ayez simplement oublié? Les experts médicaux ont témoigné que les drogues dans mon système causeraient de graves troubles de la mémoire. Donc, oui, il est possible que j'ai oublié. Il est aussi possible que j'ai été inconscient ou incohérent quand quelqu'un a guidé ma main pour signer. Je ne sais pas. C'est tout le problème. On m'a maintenu dans un état où je ne pouvais pas savoir. L'avocat n'a pas pu argumenter contre cela. Le 10e jour, le docteur Harrison a pris la barre. Il avait visiblement vieilli en 3 mois depuis son arrestation. Le thérapeute confiant et charismatique avait disparu, remplacé par un homme nerveux qui ne pouvait regarder personne dans les yeux. Sous serment, il a exposé tout le stratagème. Comment il l'avait fait auparavant avec d'autres patients.
Comment il avait rencontré Michelle alors qu'elle travaillait comme représentante pharmaceutique et avait réalisé qu'elle avait la personnalité parfaite pour des escroqueries à long terme. Charmante, patiente, impitoyable. Nous identifions des cibles, a-t-il témoigné. Des gens avec une bonne assurance, des indemnisations potentielles pour blessures, des actifs auxquels nous pouvions accéder. Michelle s'arrangeait pour les rencontrer socialement, entamer une relation. Je m'établissais comme leur prestataire médical, et puis, à inciter le procureur. Une fois qu'elle avait accès, généralement par le mariage, nous créions une dépendance. Les médicaments les maintenaient assez confus pour ne rien remettre en question, mais assez fonctionnels pour signer des documents. Nous déposions de fausses demandes d'assurance pour des traitements qui n'avaient jamais eu lieu. Et s'il y avait une indemnisation majeure ou un héritage, nous le prenions et passions à autre chose. Combien de fois, vous et Michelle Sullivan, avez-vous exécuté ce stratagème? Tony était le 7e. La salle d'audience a éclaté. Le juge a dû appeler à l'ordre. Cette victime, a dit Madame Delgado, laissant cela s'imprégner. Et Patricia Bradford, la femme de Thomas? Le visage du docteur Harrison s'est décomposé. Ça n'était pas censé arriver. Elle a pris trop de pilules un soir. C'était un accident. Un accident causé par des mois où vous avez délibérément embrouillé son régime médicamenteux et l'avez maintenue dépendante de drogue dont elle n'avait pas besoin. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Mais vous vouliez bien voler son argent. Vous vouliez bien détruire la sécurité financière de sa famille. Vous vouliez bien trahir votre serment de médecin. Oui. Sa voix était à peine audible. L'avocat de Michelle a essayé de suggérer que Harrison mentait pour réduire sa propre peine. Que Michelle avait été manipulée par lui, pas une partenaire égale. Mais les preuves contredisaient cela, email, SMS, les documents de planification détaillés que Lorraine avait récupérés. Michelle avait été le cerveau. Harrison avait été l'outil. Le 13e jour, Michelle a pris la barre pour sa propre défense. Son avocat le lui avait probablement déconseillé, mais l'arrogance de Michelle ne la laissait pas rester silencieuse. Elle voulait s'expliquer, tout justifier. Ce fut une erreur spectaculaire. J'aimais Tony au début, a-t-elle témoigné. Mais après notre mariage, j'ai réalisé qu'il était faible, ennuyeux. Il travaillait tout le temps. Il ne voulait jamais rien faire d'excitant. Je me sentais piégé. Alors, vous avez décidé de voler son argent, a demandé le procureur lors du contre-interrogatoire. J'ai décidé de prendre ce que je méritais pour 2 ans à faire semblant d'être heureuse dans un mariage sans issue. Et l'accident, celui qui a failli tuer votre mari, c'était un timing pratique. Le sourire de Michelle était froid. Je ne l'ai pas causé, mais j'en ai certainement profité. Vous l'avez maintenu drogué et confus pendant 6 mois. Je l'ai gardé gérable. S'il avait été lucide, il se serait mêlé des arrangements financiers. Vous voulez dire qu'il vous aurait empêché de voler son argent? J'ai mérité cet argent. Savez-vous à quel point c'est épuisant de jouer la femme dévouée? De prétendre se soucier des histoires ennuyeuses de kinésithérapie de quelqu'un, de faire semblant d'être reconnaissante pour les gratins de sa mère. Elle m'a jeté un regard venimeux dans la galerie. Je méritais une compensation pour cette performance. Le procureur a fait une pause, laissant les mots de Michelle flotter dans l'air. Madame Sullivan, ressentez-vous le moindre remords pour ce que vous avez fait à Tony? Des remords? Michelle a ri. Il va bien. Il remarche. Sa mère l'a sauvé. Tout s'est arrangé. Il devrait me remercier d'avoir rendu sa vie intéressante. Les expressions du jury étaient unanimes de dégoût. Le procureur avait une dernière question. Si vous vous en étiez sorti, si Roxane Sullivan n'avait pas entendu votre conversation ce jour-là, qu'auriez-vous fait ensuite? Michelle a haussé les épaules. Marcus et moi avions déjà identifié la prochaine cible. Un veuf dans le Colorado venait d'hériter de 3 millions de ses parents. On se serait fiancé d'ici l'été. Elle l'a dit si nonchalamment, comme si elle discutait de plans de vacances. Son avocat avait l'air de vouloir disparaître. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable des 18 chefs d'accusation. Michelle n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été lu. Elle est simplement restée là, le visage de pierre, alors que le juge fixait la sentence à 2 semaines plus tard. Le docteur Harrison, qui avait témoigné contre elle, obtiendrait ses 15 ans. Michelle,
qui n'avait montré aucun remords et avait démontré une intention claire de poursuivre ses activités criminelles, faisait face à une peine beaucoup plus sévère. Lors de la sentence, le juge a autorisé les déclarations des victimes. Thomas Bradford a commencé, décrivant comment la mort de sa femme avait détruit leur famille, comment sa fille faisait encore des cauchemars, comment ils avaient perdu leur maison en essayant de combattre Harrison légalement. 3 autres victimes ont parlé. Des gens que je n'avais jamais rencontrés qui avaient été ruinés, traumatisés, laissés sans rien. Puis Tony s'est avancé en fauteuil roulant. Il avait choisi d'utiliser le fauteuil roulant aujourd'hui. Un rappel visuel de ce que Michel avait fait. « Tu ne m'as pas seulement volé mon argent », a-t-il dit en regardant directement Michel. « Tu m'as volé 6 mois de ma vie. Tu m'as maintenu emprisonné dans la confusion et la dépendance. Tu m'as fait douter de mon propre esprit. Tu as détruit ma capacité à faire confiance à qui que ce soit. » Il a fait une pause et sa voix s'est affermie. « Mais tu n'as pas gagné. Parce que ma mère m'aimait assez pour voir clair en toi. Parce que j'avais des gens qui se sont battus pour moi. Parce que la justice, bien que lente, existe toujours. Tu passeras les prochaines décennies en prison, et moi je les passerai à reconstruire ma vie. Je sais déjà qui sort gagnant. » L'expression de Michel s'est finalement fissurée. Pendant un instant, j'ai vu de la rage et autre chose. Peut-être le premier soupçon de compréhension qu'elle avait tout perdu. Le juge l'a condamnée à 32 ans de prison fédérale. Aucune possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. Vous êtes une prédatrice, a dit le juge. Vous avez systématiquement détruit des vies pour le profit, n'avez montré aucun remords et avez indiqué une intention claire de continuer. Cette peine reflète la gravité de vos crimes et la nécessité de protéger la société de vous. Alors qu'ils emmenaient Michel, elle s'est retournée une dernière fois, pas vers Tony. Vers moi. Tu aurais dû te mêler de tes affaires, a-t-elle dit. J'ai souri. Mon fils est mon affaire. 3 mois après le procès, Tony a vendu la maison. Trop de mauvais souvenirs, a-t-il dit. Il a trouvé un petit condo plus près de chez moi. Quelque chose de gérable, sans histoire. L'argent de l'indemnisation, tout, a été restitué. Tony l'a utilisé pour rembourser toutes ses dettes, créer une fiducie pour ses soins médicaux continus et faire un don substantiel à des organisations soutenant les victimes de fraude. Je ne veux pas d'argent qui vient de tant de douleurs, a-t-il expliqué. Je veux un nouveau départ. Il a repris le travail à temps partiel, reconstruisant progressivement sa carrière. Sa boiterie a presque disparu. Son sourire est revenu. Et j'ai appris quelque chose d'important. Faites confiance à vos instincts. Quand quelque chose ne semble pas normal, enquêtez. Quand quelqu'un que vous aimez est en danger, battez-vous. L'âge n'est pas une limitation, c'est un avantage. 63 ans de vie, d'observation des gens, de compréhension des schémas. C'est un outil puissant. Un soir, Tony est venu dîner. J'avais fait un rôti, son plat préféré. Nous nous sommes assis à ma vieille table de cuisine, celle que Robert et moi avions achetée quand Tony était bébé, et nous avons parlé de tout et de rien. Maman, a-t-il dit en partant, j'ai réfléchi. Je veux travailler avec les victimes de fraude. Utiliser ce qui m'est arrivé pour aider les autres. C'est une idée merveilleuse. M'aiderais-tu? C'est toi qui as tout découvert. Tu pourrais apprendre aux gens ce qu'il faut rechercher, comment se protéger. J'y ai pensé. La retraite avait été calme, paisible. Ce serait compliqué, potentiellement douloureux, mais ça compterait. Oui, ai-je dit. Je t'aiderai. 6 mois plus tard, nous avons lancé une organisation à but non lucratif, Sullivan Advocacy for Fraud Survivor. Nous fournissions des ressources, de l'éducation et du soutien aux personnes victimes de prédateurs financiers. Thomas Bradford nous a rejoints en tant que membre du conseil d'administration. Lorraine a offert ses compétences technologiques. L'inspectrice Park donnait occasionnellement des séminaires sur ce qu'il faut faire si l'on soupçonne une fraude. Et j'ai découvert un nouveau but dans mes 60 ans, utilisant tout ce que j'avais appris de ma propre enquête pour aider les autres. Le cas de Michel et du docteur Harrison est devenu un conte édifiant. Étudié dans les facultés de droit et les cours d'éthique médicale. 17 autres victimes se sont manifestées après le procès, sur une période de 8 ans dans 3 États. Chacune d'entre elles a obtenu justice. Un dimanche matin tranquille, je me suis assise dans mon jardin, les roses de Robert et mes tomates poussant maintenant ensemble, un compromis que nous avions finalement atteint, et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé.
J'avais commencé ce voyage en tant que femme qui avait perdu son mari, qui pensait que son but était terminé, qui se contentait de s'effacer dans une retraite tranquille. Je l'ai terminé en tant que personne qui avait sauvé la vie de son fils, démantelé une entreprise criminelle et trouvé un nouveau sens en aidant les autres. La vérité est simple. La sagesse compte. L'expérience compte. L'amour d'une mère compte. Et parfois, la chose la plus dangereuse qu'un criminel puisse affronter n'est pas une force de police ou un procureur. C'est une femme de 63 ans qui refuse de détourner le regard quand quelque chose ne va pas. J'ai souri, j'ai bu une gorgée de mon thé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. 3 nouveaux emails de personnes cherchant de l'aide pour des cas de fraude présumée. Mon travail n'était pas terminé, et je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires.